Le deuxième principe de la thermodynamique, c'est le principe aussi le plus important dans la discipline de la thermodynamique, mais aussi il est très important dans l'étude des systèmes physiques, chimiques et même biologiques, et même maintenant dans les sciences économiques. Le deuxième principe, il est euh, utilisé après l'application du principe de conservation de matière et d'énergie, c'est-à-dire le bilan du premier principe de la thermodynamique. Il faudra noter aussi que le deuxième principe n'est pas l'entropie. En réalité, l'entropie n'est qu'une conséquence du deuxième principe et que cette entropie, c'est une grandeur ou bien une fonction d'état qui a été introduite pour exactement quantifier les pertes d'énergie ou bien d'étudier les phénomènes dissipatifs dans les systèmes que le deuxième principe de la thermodynamique essaye de décrire. Pour le définir, nous retenons deux définitions. La première, celle de Clausius, un Allemand, et qui énonce que euh, la chaleur, elle se transmet spontanément d'une source chaude vers une source froide. Et cette chaleur ne peut pas se transmettre de façon spontanée d'une source froide vers la source chaude. Carnot a étudié la conversion d'énergie dans les machines thermiques et il a énoncé que une machine thermique ne peut pas fonctionner seulement en contact avec une seule source de chaleur, c'est-à-dire une source monotherme. Il a expliqué ceci parce que la quantité de chaleur et le travail, malgré que ce sont des grandeurs énergétiques ou des énergies, mais elles sont de nature différente. C'est-à-dire une partie de la quantité de chaleur est perdue dans la machine et elle ne se convertit pas à 100% en travail mécanique. On dit que la chaleur est une forme dégradée de l'énergie. En fait, cette définition du deuxième principe de Carnot est contraire à ce que le premier principe donne. Si nous faisons le bilan du premier principe de cette machine thermique fonctionnant avec une seule source de chaleur, nous retrouvons que la quantité de chaleur est équivalente, ou bien le travail mécanique est équivalent à la quantité de chaleur, et nous obtenons ainsi un rendement égal à 100%. Alors qu'on sait qu'en réalité, aucune machine réelle ne peut atteindre un tel rendement. Ce même, ces mêmes phénomènes ont été étudiés par Kelvin vers la fin du 19e siècle, après que Carnot a étudié ce type de machine, en posant la question, peut-on convertir entièrement la chaleur d'une source monotone en travail? Bien évidemment, la réponse était non. Contrairement au travail mécanique, si nous prenons un moteur électrique, il convertit entièrement l'énergie électrique en travail mécanique. Et on dit que ce travail mécanique est une forme noble de l'énergie. Et c'est là où le sens du deuxième principe a commencé, c'est-à-dire de distinguer entre les formes d'énergie et de poser le problème qu'une machine thermique fonctionne en contact avec deux sources de chaleur. La première source de chaleur qu'on appellera source chaude qui fournit la quantité de chaleur et dont une partie est convertie en travail mécanique. L'autre partie, elle est dissipée sous forme de perte de quantité de chaleur à une source froide d'une température inférieure à la température de la source chaude. Et là, on retrouve même l'énoncé de Clausius d'une autre façon, ou bien avec une formulation différente. Donc le deuxième principe, le cœur de cette théorie est que aucune
transformation dans un système physique ne se fait sans perte, ou bien sans dissipation. Et ces pertes, ou bien ces dissipations d'énergie, ne sont pas révélées par le premier principe. Par conséquent, le deuxième principe est un complément au premier principe. Il permet de déterminer exactement ces pertes d'énergie dues à la différence de la qualité d'énergie et dues aussi aux particularités du système, particulièrement les phénomènes d'irréversibilité qui se réalisent. Alors, si les transformations effectuées dans cette machine thermique ou bien dans ce système, elle est réversible, il y a un résultat très important et que le rapport entre la quantité de chaleur et la température de la source chaude égale le rapport euh, entre la quantité de chaleur reçue par la source froide divisée par sa température, avec le signe moins. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, ici, la quantité de chaleur elle est entrante, et concernant la source froide, elle est sortante. Par la suite, euh, plusieurs scientifiques se sont intéressés à ce phénomène de dissipation d'énergie dans les systèmes et ils ont introduit le concept de l'entropie. Alors ils ont posé une variable d'état ou bien une fonction d'état qui est égale à une quantité de chaleur divisée par la température et on l'a appelée entropie du mot grec entropia. Alors, lors d'une transformation cyclique réversible réalisée entre deux thermostats T1 et T2, qu'on peut visualiser dans le diagramme de Clapeyron, et pour définir une transformation cyclique, c'est une transformation qui commence d'un état et qui revient dans le même état. Dans ce diagramme, nous avons une transformation qui commence par 1 et qui suit le sens des aiguilles d'une montre. Cette transformation, elle se fait entre deux thermostats, c'est-à-dire entre une source de chaleur qui fournit une quantité de chaleur au système, c'est la source chaude, et une autre deuxième source, c'est la source froide, qu'on appelle aussi thermostat, qui reçoit une quantité de chaleur du système à la température TF. Cette quantité de chaleur est Q1. Et on a supposé, si ces transformations, donc on a une transformation, la première, elle est isotherme, suivant l'isotherme. La deuxième, c'est une détente adiabatique. La troisième, c'est une compression isotherme. Et pour finir, une compression adiabatique. Les quantités de chaleur échangées, ici, sont nulles. Et là, on retrouve le moteur de Carnot, défini précédemment. Et que cette machine thermique, d'accord, elle est en contact avec une source chaude et qui convertit sa quantité de chaleur aussi en travail mécanique et qui dissipe le reste en quantité de chaleur vers la source froide. Si les transformations sont réversibles, on retrouve que le rapport de quantité de chaleur par rapport à la température sont égaux. Et on a posé cette quantité qui est conservée, donc on a une quantité conservée, cette quantité c'est Q sur T, on a posé qu'elle est égale à une fonction d'état
qu'on appelait entropie. Son unité, si on fait une analyse dimensionnelle, c'est le joule par Kelvin. Donc l'entropie d'un système mesure la partie de la chaleur qui ne se convertit pas en travail mécanique, celle qui est perdue dans l'environnement. Donc cette augmentation d'entropie d'un système correspond à une diminution de son rendement. Donc plus l'entropie elle est grande, donc le système perd de l'énergie et le rendement est faible. On définit aussi l'entropie spécifique ou massique en divisant par la masse ou bien par le nombre de moles. Donc pour calculer l'entropie, nous avons besoin d'un repère ou bien d'un état de référence. Cet état de référence est donné par le troisième principe de la thermodynamique, ou bien on appelle aussi le principe de Nernst. Donc ce troisième principe de la thermodynamique énonce que l'entropie d'un cristal parfait est nulle au zéro absolu. Ce troisième principe est venu au même moment de l'étude d'Einstein sur les cristaux parfaits au zéro absolu, ou bien aux basses températures. Donc on peut déduire que plus le système est chaud, plus l'entropie augmente. Donc, c'est-à-dire plus le système devient moins dense, c'est-à-dire dilué, donc l'entropie, elle augmente aussi. En d'autres termes, l'entropie mesure le degré du désordre dans le système. C'est-à-dire si vous avez un corps solide composé d'atomes liés entre elles avec des liaisons, si on chauffe ce solide pour avoir des liquides, donc les molécules, donc on essaye de briser ces liaisons, les liquides, les molécules de liquide sont un peu plus libres par rapport au solide. Et si on chauffe un peu plus, donc pour passer à l'état gazeux, les molécules sont en mouvement perpétuel et peuvent aller n'importe où. Donc la théorie, elle dit, plus on y va vers des systèmes dilués ou bien moins denses, plus l'entropie, elle augmente. Et plus on va vers des systèmes denses, c'est-à-dire ordonnés, donc on a un solide qui est ordonné, donc on y va, l'entropie, elle, diminue. Donc on avait pensé, donc au départ, que l'entropie est une mesure du degré du désordre dans le système. En d'autres termes, les pertes d'énergie dans le système, ou bien les phénomènes de dissipation dans le système, sont dus au phénomène de désordre existant dans les systèmes. Et cette définition colle bien avec le sens du mot grec entropia, qui veut dire désordre. Cependant, une nouvelle discipline qui est apparue par l'application de scientifiques comme Gibbs et comme Boltzmann et Maxwell a donné un autre sens à l'entropie. Ils ont vu que l'entropie n'est pas une mesure du degré de désordre, mais plus particulièrement comme une probabilité du système d'être dans l'état où on l'observe. Donc, plus la configuration est probable, plus l'entropie est grande, c'est-à-dire maximale. Donc, nous reprenons l'exemple précédent. Donc, nous avions un solide ordonné et nous le comparons avec
un gaz. La différence entre les deux, c'est que ces atomes dans le solide ne peuvent occuper que cet état-là. Tandis que si nous prenons le même atome, qui est marqué, cet atome, parce qu'il est libre, c'est un gaz parfait, il peut occuper plusieurs états dans le système, et ces états sont définis par deux variables, c'est le vecteur position, r, et la vitesse de la particule. En d'autres termes, plus le système il est plus dense, plus les particules composant le système peuvent occuper plusieurs états. Et donc, on a défini l'entropie S comme le nombre d'états que peut occuper les entités que forme un système, ou bien le nombre d'états que peut occuper les particules d'un système. D'où Boltzmann a posé l'équation suivante que l'entropie, qu'on appelle entropie statistique, égale Kb fois logarithme d'oméga. Oméga, c'est le nombre de configurations possibles du système qui correspond à son état. Donc plus le système il est libre de, euh, de bouger et d'occuper des états différents, plus le nombre de configurations est important, et donc plus l'entropie elle est importante. Donc, moins le système euh, il bouge, c'est-à-dire il est ordonné, c'est-à-dire il est fixe, l'entropie, le nombre d'états il est réduit, et donc le nombre de configurations il est réduit, et l'entropie aussi. Donc dans cette définition d'entropie statistique, elle vient corriger euh, euh, la première définition donnant que l'entropie est une mesure du désordre, mais en réalité l'entropie c'est une mesure de la nouvelle configuration que peut avoir un système après avoir subi une transformation ou un changement. Bien sûr, cette transformation, elle est toujours alliée à un milieu extérieur. Donc, Kb, c'est la constante de Boltzmann, et son unité, c'est le joule par Kelvin. Et vous remarquez ici que S, considéré dans l'équation de Stefan Boltzmann, c'est pour signifier state. Et state en anglais, c'est, en français, c'est état. Et donc, il y a une nouvelle définition du deuxième principe de la thermodynamique. À l'équilibre, l'entropie d'un système isolé passe par un maximum et toute évolution spontanée doit aller dans ce sens. C'est-à-dire le système, pour atteindre son état d'équilibre d'une manière spontanée, il va essayer de maximiser son entropie. Sa définition, c'est un résultat d'un traitement un peu plus complexe de l'entropie statistique, dont on ne va pas faire la démonstration dans ce cours, mais on va donner juste la conclusion, le résultat. On peut aussi tirer de cette discipline de la thermodynamique statistique une autre définition du deuxième principe, est que un système, pour atteindre son état d'équilibre, il va minimiser son énergie de façon spontanée. Donc il va atteindre à une énergie minimale. Et ça, c'est deux résultats très importants concernant la définition du deuxième principe. Alors, on est parti de la définition de Clausius sur le transfert de la chaleur
spontanément d'une source chaude vers une source froide, et l'énoncé de Carnot qui stipule qu'une machine thermique ne peut fonctionner avec une source monotherme, et elle fonctionne avec deux sources, une source chaude et une source froide. Et on est arrivé par la suite, avec l'introduction des différents états ou bien différentes possibilités de configuration, à ce que le deuxième principe, dans le deuxième principe, n'importe quel système va atteindre de façon spontanée son état d'équilibre en maximisant son entropie ou bien en minimisant son énergie. Et c'est des résultats très 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 importants dans l'analyse des systèmes physiques, chimiques, biologiques et économiques. Il faut dire aussi que l'entropie est toujours liée à au phénomène de réversibilité ou bien au principe de la réversibilité. Donc nous prenons le cycle moteur ci-contre, et comme on a défini l'entropie comme un rapport de la quantité de chaleur par rapport à la température, nous introduisons la transformation élémentaire réversible, ds égale dq sur t. Et là, vous voyez bien qu'on fait la différence. S, c'est une fonction d'état, c'est une différentielle exacte, différentielle totale exacte, et q, c'est une fonction de parcours. Et là, on marque que cette définition de l'entropie est seulement pour une transformation élémentaire réversible. C'est-à-dire, même pour une transformation réversible, on a une production d'entropie et on a des pertes d'énergie dissipées vers le milieu extérieur. Donc pour une transformation d'un état 1 à état 2, nous faisons une intégrale. Donc on remarque que S est une fonction d'état, comme l'énergie interne et l'enthalpie. Et une remarque très importante, que la température dans l'intégrale est différente de la température du système et de la température de l'environnement. Donc on ne peut pas considérer comme constante. Si nous prenons n'importe quel système qui change de la chaleur, on a QC et QF. Prenons le cas de QC de la source chaude et nous avons la température de système. Alors, la température T, en fait, c'est la température de l'enveloppe, bien, c'est la température d'échange de chaleur. Là, on a l'enveloppe qui sépare le système du milieu extérieur. Et donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas considérer la température ici comme la température de la source ou bien la température du système. C'est la même définition qui s'applique pour la source froide. Maintenant, si la transformation est irréversible, donc nous n'avons pas des phénomènes réversibles, donc on rajoute un terme d'irréversibilité. C'est un terme interne au système. Donc, on peut reformuler la variation élémentaire de l'entropie comme étant la variation élémentaire d'entropie externe liée à cet échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur, plus une production d'entropie interne qui est liée à la nature du système. Donc, pour réduire les pertes d'énergie et augmenter un rendement énergétique, qu'est-ce qu'on fait? Soit on va réduire ces quantités de chaleur dissipées vers le milieu extérieur, soit on essaie d'améliorer la fabrication ou bien la conception des systèmes pour réduire l'entropie interne. Et dans ce cas, pour une transformation élémentaire réversible, donc ce terme-là s'annule. Et donc, pour une transformation d'un état A1 à 2, delta S12 égale S2 moins S1,
égale l'intégrale, donc on retrouve la partie réversible de l'entropie, donc dQ sur T plus l'entropie liée au phénomène des réversibilités. Donc cette équation, c'est l'équation la plus importante aussi de l'entropie. Donc toujours commencer par cette équation. Après, on va essayer de chercher, bien poser le problème, est-ce que le système subit des transformations réversibles ou non? Si les transformations sont réversibles, donc cette valeur, elle est nulle. D'accord? Et on va étudier le système seulement avec cette hypothèse-là. Donc, vous voyez bien que les phénomènes de réversibilité, ce sont des phénomènes idéaux, donc c'est un concept idéal qui facilite l'étude des systèmes. Maintenant, si on veut étudier le système de façon réelle, on doit poser le problème de l'irréversibilité. Et donc, on doit utiliser cette équation-là. Nous revenons au principe euh, de perte d'énergie ou de phénomène de dissipation. Et nous avons dit que euh, l'entropie, en fait, quantifie la quantité de matière ou d'énergie qui est perdue dans le système ou bien à travers d'échanges de chaleur entre le système et le milieu extérieur. Et en fait, elle traduit euh, le manque ou bien les pertes dans le rendement d'un système. Donc, si nous considérons l'entropie d'un système quelconque qui échange de la chaleur avec une source chaude, et comme par définition delta S égale dQ sur T, si le système il reçoit une quantité de chaleur, alors cette entropie, elle est positive. Maintenant, si le système il perd de la chaleur, comme on l'a vu avec une source froide à la température TF, donc le signe de la quantité de chaleur elle est négatif, et dans ce cas, l'entropie elle est négative. On parle variation d'entropie du système. Sachant que la source chaude, eh bien le froide, c'est le milieu extérieur. Et que l'entropie du milieu extérieur, bien de l'environnement, ne peut augmenter, ne peut qu'augmenter. Donc cette entropie du milieu extérieur, elle ne peut pas être réduite. Dans les deux cas, que ce soit le milieu extérieur, il fournit de la chaleur ou bien il reçoit de la chaleur, son entropie, elle est toujours positive. Elle est toujours croissante. Maintenant, si nous considérons la variation d'entropie de l'ensemble système plus environnement, cette entropie créée de l'ensemble est toujours positive ou égale à 0. Ça, c'est un principe fondamental qui est une conséquence du deuxième principe et de la notion de l'entropie, que l'entropie créée
qui est la somme de la variation d'entropie du système et la variation d'entropie de l'environnement, ne peut qu'augmenter, et dans le cas d'une transformation réversible, elle est nulle. Et on parle du principe de création d'entropie, ou bien le principe d'accroissement d'entropie. Alors, le cas particulier d'une transformation ésentropique, lorsque le delta S cri égale nul, on dit que c'est une transformation ésentropique. Cette transformation est équivalente à une transformation adiabatique quasi-statique, et on avait dit pour réaliser une transformation réversible, on effectue des transformations très lentes, c'est-à-dire quasi-statiques, et sans frottement, c'est-à-dire sans perte d'énergie. Et pour une transformation irréversible, la variation d'entropie, elle est positive. Pour un système isolé, la variation d'énergie interne égale 0. Pourquoi? Parce qu'on avait considéré que théoriquement que le système plus l'environnement constitue un système isolé, et comme la variation d'énergie interne d'un système isolé égale 0, c'est la première définition du premier principe, donc on peut déduire que l'entropie créée égale à l'entropie du système, et elle est supérieure égale à 0. Donc l'entropie d'un système isolé ne peut pas diminuer et augmente lors d'une transformation irréversible, et constante lors d'une transformation réversible. Donc il faut faire attention quand on veut calculer la variation d'entropie d'un système, soit on le prend seul, soit on le considère avec le milieu environnement. Donc si on le considère avec le milieu environnement, cette entropie ne peut qu'augmenter pour le cas d'irréversibilité, et elle est égale à 0 dans le cas d'une transformation réversible.